Bonjour à tous, c'est Martin Rémy. Bienvenue sur Simple Logique Explicable. Aujourd'hui, nous allons amorcer une nouvelle unité d'enseignement qui sera intitulée l'électrocinétique. C'est une unité d'enseignement qui fait partie intégrante du programme de licence 1 de physique et qui fait suite à l'unité d'enseignement intitulée électrostatique dont nous avons déjà parlé dans la chaîne, bien sûr. Il y a plein d'exercices, vous allez juste dans la playlist, rubrique, playlist, vous allez voir tout ce qui a déjà été fait sur l'électrostatique. Pour cette première vidéo, on parlera de l'introduction à l'unité d'enseignement et certaines petites bases. Nous allons définir en premier lieu l'électrocinétique pour savoir ce qu'il en est effectivement. Nous allons revenir sur la notion de charge électrique, définir ce que c'est un courant électrique en termes d'intensité et de densité de courant, où nous présenterons la forme locale de celle-ci. Nous parlerons ensuite de la tension électrique, puis la convention générateur-récepteur et enfin nous allons terminer par l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Alors l'électrocinétique, qu'est-ce que c'est? Nous avons déjà parlé de l'électrostatique qui étudiait en fait les phénomènes qui émanaient des charges fixes dans l'espace. Alors ici, vous voyez qu'il y a toujours la partie électro qui est orientée porteur de charge. Maintenant, la partie cinétique fait intervenir en quelque sorte le mouvement. Donc, l'électrocinétique sera juste cette partie de la physique qui aura pour base d'étudier tous les phénomènes émanant d'un mouvement quelconque des porteurs de charge. Parlons maintenant de la charge électrique. Charge électrique, on avait déjà parlé de ça lors de l'introduction à l'électrocinétique, à l'électrostatique, je veux dire. La charge électrique, on l'avait vu en fait comme étant une grandeur physique qui permettait à tout corps ou bien à tout système possédant cette propriété d'interagir dans des champs électriques ou bien d'interagir avec d'autres via des champs électriques. Donc c'est à peu près ça, la charge électrique. Maintenant, nous savons qu'il y a une convention de 1910, par une convention bien sûr, une étude qui a porté sur la quantification de la charge électrique. La quantification de la charge électrique nous disait simplement que tout système global possédant une propriété électrique peut voir sa charge, donc Q total, comme étant 1K fois E, comme multiple d'une charge élémentaire que nous avons là, E, qui est tout simplement égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, ça, c'est la charge élémentaire. Et il faut rappeler ici que lorsque je définissais l'électrocinétique comme étant, comme étant la partie de la physique qui étudie, en quelque sorte, les propriétés émanant du mouvement global des porteurs de charge. Les porteurs de charge peuvent être soit des ions, ici, ou même des électrons. Et nous savons également que, pour un électron, particulièrement, je vais dire la charge Q, sera tout simplement égal à moins E. Ça, c'est une convention. Donc, on a Q égale à moins E qui est égal à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Maintenant, passons au courant électrique. Qu'est-ce que c'est le courant électrique? Pour cela, nous allons prendre un conducteur cylindrique, comme la plupart des conducteurs, bien sûr. On va juste dire qu'on a zoomé sur un fil et on a obtenu à peu près cette coupe. Donc, supposons que ça continue, pas de souci. Nous avons là une section transverse, S, donc quelque chose qui continue ainsi de suite. Que sera le courant électrique? Le courant électrique est une notion très très importante dans le cadre de l'électrocinétique. Le courant électrique ici sera défini tout simplement comme étant un mouvement d'ensemble ordonné des porteurs de charge, tout simplement. C'est le fait que les porteurs de charge sont en mouvement dans un conducteur qui produit un courant électrique. Ce n'est que ça en fait. Donc, lorsque j'ai des porteurs de charge qui vont se déplacer le long de ce conducteur, donc je vais supposer que ce fil cylindrique est un conducteur. Je vais avoir plusieurs porteurs de charge dont j'aurai un déplacement ordonné dans ce sens, par exemple. Donc,
l'ensemble de ce, l'effet de ce mouvement va faire en sorte que dans ce fil naît un courant électrique. Et maintenant, pour définir le courant électrique, on va parler de son intensité premièrement. L'intensité du courant électrique, qu'est-ce que ce sera? Donc, je vais regarder par exemple ma section S et qu'est-ce que je vais tout simplement faire? Je vais compter par unité de temps le nombre de porteurs de charge qui traversent juste ma section S, à peu près comme un débit. Donc, si delta Q est le nombre de charges, ou bien le nombre de porteurs de charge traversant ma section S par unité de temps, alors l'intensité du courant électrique sera notée I de T, qui sera tout simplement delta Q sur dt. Ça, c'est par unité de temps. Bon, vous pouvez l'écrire dQ sur dt, c'est pareil. C'était juste pour vous faire intervenir la notion de débit. Le nombre de porteurs de charge traversant une section par unité de temps sera défini comme l'intensité de notre courant électrique. Maintenant, parlons de la densité de courant. Les porteurs de charge sont en mouvement avec une certaine vitesse. Alors ici, on va définir une densité. Le courant électrique pourra être défini par le biais d'une densité. Donc, I de T pourra être défini en fonction de J. Et J, qui est vu ici comme la densité du courant électrique, sera tout simplement défini comme étant J égale 1 ρ fois V. V étant la vitesse moyenne des porteurs de charge, tout simplement. Et lorsque vous aurez ceci, bon, bien sûr, ρ, vous connaissez ce que c'est, dépendant du conducteur dans lequel on se trouve. Donc, V, qu'est-ce qu'on aura? I, tout simplement. I, en fait, c'est comme si vous aviez du ρ V, ρ Vs, ouais, ρ Vs, tout simplement. Ce qui veut dire, bon, ça, S est bien sûr orienté. Si je prends mon élément S là, je suis orienté dans ce sens. Ça veut dire, si je veux définir en fait l'intensité de mon courant électrique de façon générale, bon, si je prends I de T et que je veux le définir en fonction que je veux le définir en fonction de, comment je l'appelle encore, de ma densité de courant, j'aurai tout simplement une intégrale. Donc, ça, c'est surfacique. C'est comme une sommation continue. Une sommation continue de J. Vous voyez que ceci n'est rien d'autre que J. Donc, si je suis sur un domaine, sigma par exemple, j'aurai à intégrer J scalaire ds, tout simplement. Ou ds peut prendre juste un élément de charge que j'ai là, orienté dans ce sens, dans le sens de déplacement. Donc, voilà ce que j'ai pour la loi qui me permet de relier l'intensité du courant à la densité de charge. Maintenant, la forme locale va essayer de relier la densité de courant J, le vecteur densité de courant J avec le champ électrique qui peut provenir du déplacement de ce courant. Donc, qu'est-ce que nous avons? On va tout simplement dire que pour la forme locale, normalement, ceci, c'est la forme locale de la loi d'Ohm, forme locale de la loi d'Ohm. Je vais dire simplement que J sera égal à un sigma fois E. J, c'est le vecteur densité de courant. Sigma sera tout simplement la conductivité électrique du matériau, non, du conducteur dans lequel je me trouve, conductivité électrique du matériau. Et E sera tout simplement le champ électrique. Donc, comme vous le connaissez, le champ électrique, en termes de dimensions, ou bien son unité, il se donne en volts par mètre. Et ici, on aura du Siemens par mètre. Donc, ce qu'on aura comme unité. Donc, ça nous permet de définir en quelque sorte le mouvement d'ensemble ordonné des porteurs de charge, qui est le courant électrique en termes d'intensité et de densité. Maintenant, voyons ce que c'est la tension électrique. La tension électrique dans un circuit quelconque sera juste définie comme une différence de potentiel. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai deux liaisons de mon circuit, j'ai A et B, là,
la tension électrique par convention sera ceci. Donc, je sais qu'au point A, j'ai un potentiel VA, disons, qui dépend du temps. Au point B, j'ai un potentiel VB qui dépend du temps, vu qu'on n'a pas encore parlé d'approximation du régime quasi-stationnaire. Donc, ici, cette tension UAB sera une différence de potentiel entre A et B. Ça veut dire que UAB ici, qui peut dépendre du temps, sera tout simplement vu comme VA de T moins VB de T, tout simplement. Et s'il faut parler maintenant de la convention générateur-récepteur, il faut juste savoir ici que lorsque nous serons amenés à introduire dans un circuit électrique des composants électriques, par exemple, des composants, ça peut être, on verra cela dans la prochaine vidéo, ça peut être des dipôles quelconques, résistance ou bien condensateur, bobine. Lorsque j'aurai ceci et que j'introduis un composant électrique, bon, je prends une forme générale, ça peut être n'importe quoi que j'introduis tout simplement là. Alors, la tension électrique, le fait de savoir si on est en convention générateur ou récepteur, c'est effectivement comme si ça dépendait du sens commun entre la tension et le courant. Ça veut dire, supposons que le mouvement d'ensemble des porteurs de charge est dans ce sens, bien sûr, donc je vais prendre I dans ce sens. Si la tension aux bornes de mon composant électronique, bien électrique, est dans ce sens, donc opposé au sens de déplacement des porteurs de charge, alors ici, je vais considérer que je suis en convention récepteur. Parce qu'on va supposer, entre guillemets, que je reçois en fait l'influence du courant électrique. Maintenant, je serai en convention générateur si effectivement la tension entre mes bornes est orientée dans le même sens que le déplacement des porteurs de charge. Donc ici, je suis en convention générateur, tout simplement. Maintenant, on va parler de la notion la plus essentielle à savoir pour l'électrocinétique. Et vraiment, quand je dis essentiel, c'est parce que tout part de là. L'approximation des régimes quasi-stationnaires. Qu'est-ce que c'est l'approximation des régimes quasi-stationnaires? L'approximation des régimes quasi-stationnaires est, un cadre d'étude dans lequel nous allons nous placer tout au long de l'unité d'enseignement électrocinétique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'approximation des régimes quasi-stationnaires veut tout simplement dire, vous avez vu ici, quand je faisais introduire les tensions, par exemple, je mettais que c'est fonction du temps. En fait, dans cette approximation, nous allons négliger le déplacement de tout signal électrique dans notre circuit. Donc, il faut le préciser. Approximation des régimes quasi-stationnaires, ça revient tout simplement à négliger le déplacement de tout porteur de charge. Bon, pardon, négliger le déplacement, pardon, je m'excuse. Le déplacement de tout signal électrique. Dans un câble, on va dire, dans un câble de notre circuit. Ceci revient, excusez-moi, ceci ne veut pas dire que les porteurs de charge, ils sont pas en mouvement. Non, c'est pas de ça qu'on parle ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que les variables ou bien les grandeurs électriques qui seront associées à un courant, c'est-à-dire que ce soit l'intensité ou la tension aux bornes d'un certain point, de n'importe quel point de notre circuit, ces variables seront supposées comme quasi constantes, on va dire. Donc, lors du temps d'observation de mon circuit ou bien de mon étude, je vais considérer que les variations temporelles de ces grandeurs électriques seront tout simplement, négligées. Tout simplement négligées. C'est ça que ça veut dire, négliger le déplacement de tout signal électrique dans un câble. Par exemple, si vous avez un signal électrique, donc si vous avez un conducteur, par exemple, supposons ceci, un conducteur filaire comme nous avons là, je prends un point A là, je prends un point B là, tout simplement. Ce que ça veut dire, bon, ici, il n'y a pas de connexion. Ce que veut dire l'approximation des régimes quasi-stationnaires, c'est que, en fait, s'il n'y a rien là pour consommer le courant, en fait, I
que j'ai là, c'est le même I que je reçois là. Donc, la perte de signal électrique entre ces deux points est minimisée. C'est la même intensité de courant que j'ai là. Et ici également, il en est de même pour le potentiel. VA est encore égal à VB. C'est pour ça que généralement, on va se méfier de cette expression, de cette notation du courant électrique et on va capitaliser cela par une lettre grand I pour essayer de mettre l'accent sur le fait que ça peut être constant, que c'est considéré comme constant. Et ce sera le cas dans la plupart des circuits électriques que nous allons étudier. Ce sera tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, nous verrons ensemble tous les dipôles de base utilisés en électrocinétique et nous allons approfondir progressivement avec des exercices d'application. C'était tout pour cette vidéo. C'était Martin Rémy. Vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.